Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des révélations sur Donald Trump, d'un robot qui écrit des articles, des Oscars ou encore de la famille Kardashian. Bref, on est parti pour un nouveau résumé des 5 actualités qui ont marqué la semaine. Et la première actualité que l'on a mis en une, vous l'avez vu, ce sont les confessions explosives de Donald Trump à un journaliste américain. En fait, Donald Trump s'est entretenu au moins 18 fois au téléphone avec un célèbre journaliste américain, Bob Woodward, réputé pour obtenir de nombreuses interviews avec des hommes politiques qui n'hésitent pas à se livrer avec lui. Bob Woodward va donc sortir le 15 septembre, dans quelques jours donc, un livre sur Donald Trump intitulé Rage, ou Rage, vous le dites à l'anglaise, à la française, comme vous voulez, avec à l'intérieur le bilan de toutes les discussions qu'ils ont eues, et en l'occurrence, plusieurs passages de son livre sont déjà sortis. Déjà, première révélation, Donald Trump aurait volontairement minimisé la gravité du coronavirus dans le pays. En gros, au début de la pandémie, Donald Trump déclarait aux Américains que le Covid-19 était, je cite, comme une grippe, et qu'il ne fallait pas s'inquiéter, alors que, en privé, il avouait aux journalistes que la Covid était, je cite, un truc mortel. Il a d'ailleurs carrément expliqué à Bob Woodward qu'il avait toujours voulu, je cite, minimiser la gravité de la pandémie pour éviter de créer la panique. Son adversaire à la présidentielle, le démocrate Joe Biden, a rapidement réagi et accuse Donald Trump de mensonges et de trahison envers le peuple américain. La deuxième grosse confession de Donald Trump à Bob Woodward, elle concerne Kim Jong-un. Donald Trump trouverait le leader nord-coréen, je cite, tellement intelligent, et aurait comparé son lien avec Kim Jong-un à une force magique sortie d'un film de fantasy. D'ailleurs, Kim Jong-un aurait même raconté à Donald Trump en détail comment il a fait tuer son oncle afin d'imposer son pouvoir dans le pays. Dernière information que l'on pourra retrouver dans le livre, Donald Trump a révélé l'existence d'un programme secret américain avec des armes jamais vues au monde. Suite à son échange avec le président américain, Bob Woodward aurait ensuite essayé d'avoir une confirmation de la défense américaine, et effectivement ce programme existe bien. L'armée était même très surprise que Donald Trump en ait parlé, alors que ce programme d'armes secrètes, eh bien il est totalement secret par définition. Bref, voilà pour les quelques passages intéressants du livre. Évidemment je vous mets des liens en description comme d'habitude si ça vous intéresse, et c'est la première fois de cette vidéo que je dis ça, c'est pas terminé. La deuxième actu de la semaine, rapidement, c'est le journal britannique The Guardian qui a publié une chronique qui a été écrite par un robot. Ce robot, il s'appelle GPT-3, le générateur de texte d'OpenAI, une entreprise américaine lancée notamment par Elon Musk et spécialisée dans l'intelligence artificielle. En fait, GPT-3, c'est un robot qui génère des textes qui ressemblent à ceux écrits par des humains. En fait, il suffit que des humains commencent à rédiger quelque chose et après, le robot peut écrire la suite lui-même. Pour cet article, GPT-3 a donc reçu un premier paragraphe en guise d'introduction pour pouvoir l'aider à se lancer dans son écriture. On lui a également donné des consignes pour le guider, et donc par exemple il devait faire une brève chronique d'environ 500 mots et utiliser une écriture simple et concise. D'ailleurs le sujet de la chronique qu'on lui a demandé de traiter le concerne directement, puisque la chronique explique pourquoi les humains ne doivent pas avoir peur de l'intelligence artificielle. The Guardian explique que GPT-3 a généré 8 textes différents et que les journalistes, humains cette fois-ci, ont sélectionné les meilleurs passages de chacun d'entre eux pour en faire un seul texte. Ils expliquent aussi que le travail de correction n'était pas vraiment différent de celui d'un texte écrit par un humain, et que ça leur a même pris, selon eux, moins de temps qu'avec un humain. Mais le truc c'est que cette expérimentation est loin de faire l'unanimité. Plusieurs experts de l'intelligence artificielle ont souligné le fait que The Guardian trompait potentiellement un peu les lecteurs en disant que cet article avait été rédigé entièrement par un robot, alors qu'en réalité des humains ont sélectionné les passages et corrigé certaines erreurs. Par ailleurs, et en l'occurrence c'est ce qui me paraît le plus intéressant, ça pose aussi la question du remplacement des humains par des robots, y compris dans le domaine journalistique. Aujourd'hui, il faut savoir que les robots sont déjà utilisés dans certains médias pour générer des articles assez simples sur des résultats d'élections ou alors dans le sport par exemple, mais la pratique pourrait s'étendre dans les années à venir à d'autres domaines et à des écritures un peu plus complexes. Bref, à titre personnel, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et que du coup je voulais vous transmettre aujourd'hui, et surtout retenez ce nom GPT-3, c'est une technologie qui est très importante. Je vous mets des liens comme d'habitude, c'est la deuxième fois que je le dis, en description si ça vous intéresse, et pourquoi pas, on pourra en reparler dans les mois à venir. La troisième actualité de la semaine, vous allez le voir, rien à voir, c'est une nouvelle loi au Danemark qui change la définition du viol. Alors le Danemark est connu pour être un modèle en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, mais c'est aussi l'un des pays d'Europe où malheureusement le taux de viol est le plus élevé, et donc c'est pour cette raison que le pays a décidé de changer sa loi. Actuellement au Danemark, on considère qu'il y a un viol seulement s'il y a violence ou contrainte, comme une menace par exemple. Mais le problème c'est qu'en réalité, ce qu'expliquent plusieurs organisations
question, c'est qu'une agression sexuelle ou un viol peut très bien avoir lieu sans violence physique. Pour France Info, par exemple, Isabelle Donnen, une étudiante danoise, témoigne, je cite, « Je voulais bien qu'on s'embrasse, mais rien de plus. Je lui ai dit non plusieurs fois, mais il s'est couché sur mon ventre et il est entré en moi. Que cela soit jugé comme un viol, il aurait dû y avoir des violences, mais il n'y en avait pas. » Le projet de loi va donc introduire la notion de consentement. En gros, une personne pourrait être jugée coupable de viol si elle a eu un rapport sexuel sans l'accord de son partenaire. Un consentement est donc cet accord, ça peut s'exprimer par plusieurs façons, notamment par le fait que la personne aide à déshabiller son partenaire, voire tout simplement qu'elle dise oui verbalement à l'oral. Il faut savoir que cette notion de consentement dans la loi est assez rare, mais elle n'est pas nouvelle, puisqu'en Suède par exemple, ça a été introduit dans la loi en 2018, et depuis, le nombre de condamnations pour viol a augmenté de 75% dans le pays, passant de 190 en 2017 à 333 en 2019. Vous vous posez peut-être la question de la France, et bien en France pour l'instant on est plutôt proche de la loi actuelle au Danemark, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a viol s'il y a eu recours à la force physique, la menace, la contrainte ou encore l'incapacité à se défendre. La conséquence, c'est que la plupart des victimes de viol ne portent pas plainte car elles ont peur qu'on leur dise que ce n'est pas du viol, car il n'y a pas eu de violence par exemple. Bref, comme 7 autres pays européens, le Danemark introduit désormais la notion de consentement. On verra ce qu'il en est en France dans les mois à venir. La quatrième actu de la semaine, c'est une réforme de l'Académie des Oscars pour permettre plus de diversité dans les films sélectionnés. Les Oscars, c'est donc la cérémonie américaine qui récompense les meilleurs films de l'année, et depuis quelques années, elle est très critiquée pour son manque de diversité. En 2016 par exemple, parmi les nommés, il n'y avait presque aucune personne noire, du coup le hashtag Oscar So White, qui veut dire Oscar si blanc, avait été repris sur les réseaux sociaux et plusieurs personnalités avaient appelé à boycotter la cérémonie. Alors 4 ans après cette polémique, en 2020 donc, aujourd'hui, l'organisation qui gère la cérémonie a préparé une immense réforme pour éviter le manque de diversité dans les films. À partir de 2024 donc, chaque film qui voudra postuler pour l'Oscar du meilleur film devra répondre à au moins 2 sur 4 des critères que je vais citer juste maintenant. Premier critère sur 4 possible, il donne un rôle principal ou secondaire important à une personne d'un groupe racial ou ethnique sous-représenté, comme une personne noire par exemple. Deuxième critère possible sur 4, 30% des rôles secondaires du film doivent provenir de 2 groupes sous-représentés, comme les femmes, les personnes LGBTQ+, ou encore des personnes en situation de handicap. Troisième possibilité, l'intrigue du film doit être axée sur un groupe sous-représenté, et enfin quatrième possibilité, le film accueille plus de femmes ou de personnes de couleur dans ses équipes derrière l'écran, c'est-à-dire donc notamment les techniciens. Alors vous vous en doutez, cette réforme a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Pour certains, imposer des quotas de personnes issues d'un groupe ethnique renforce les divisions entre les communautés. Pour eux, les films devraient avoir le choix de prendre les personnes selon les compétences de chacun, sans prendre en compte la race, le sexe, l'orientation sexuelle ou le handicap d'une personne, et la création artistique ne devrait pas être liée à des quotas ou des mesures comme celle-ci. A l'inverse, certains défendent ce changement. Pour eux, c'est un énorme pas en avant qui permettrait d'avoir plus de diversité à l'écran. En gros, le fait d'avoir plus de diversité à l'écran pourrait inciter d'autres personnes issues de minorités à tenter leur chance dans le cinéma, et ainsi de suite. Ça pourrait donc rétablir une certaine diversité dans le cinéma qui n'existe pas forcément aujourd'hui. Enfin, au-delà de cette réforme, ce débat pose plus généralement la question de la discrimination positive, qui consiste en gros à favoriser l'insertion d'une ou plusieurs minorités en leur réservant par exemple des places dans une université ou une entreprise. Si ça vous intéresse, troisième fois que je le dis je crois, je vous mets des liens directement en description. Pour terminer donc, la dernière actu de la semaine, très rapidement, c'est l'arrêt de l'émission de télé-réalité L'incroyable famille Kardashian, ou alors en anglais Keeping Up with the Kardashians, après 20 saisons et 250 épisodes. En l'occurrence, c'est Kim Kardashian qui l'a annoncé sur son compte Instagram. L'émission s'arrêtera l'année prochaine et la dernière saison sera diffusée en début d'année, sans donner plus d'explications. En l'occurrence, L'incroyable famille Kardashian, c'est l'une des émissions les plus marquantes de la télévision américaine. Chaque épisode réunissait en moyenne, selon les années, entre 1,5 et 5 millions de téléspectateurs. Le principe, les téléspectateurs suivent la vie de Kim Kardashian et de ses sœurs qui cherchent à devenir célèbres à Hollywood. À l'époque, elles ne sont pas vraiment connues, mais leur père, l'avocat Robert Kardashian, décédé 4 ans plus tôt, est très connu aux États-Unis pour avoir notamment défendu le joueur de football américain et acteur O.J. Simpson, accusé de meurtre. À l'époque, les téléréalités familiales existent déjà, mais celle-ci, donc vous l'aurez compris, aura particulièrement bien marché puisqu'elle aura duré 14 années consécutives. Selon le magazine américain Forbes, la famille Kardashian s'est particulièrement enrichie au fil des années grâce à son émission. Ça leur a par exemple permis de gagner énormément en notoriété et de lancer leur propre marque de maquillage ou de mode, ou encore de faire carrière dans le mannequinat. Au total, la fortune de la famille est estimée à bien au-delà de 2 milliards de dollars. Enfin,
au-delà de l'argent généré, l'émission a aussi permis à Kim Kardashian de se faire connaître et de s'engager potentiellement politiquement. Elle va bientôt passer le concours pour devenir avocate et elle est très engagée sur le sort des Afro-Américains en prison qui pour le même crime sont condamnés plus souvent à des peines plus lourdes que les blancs. En tout cas, ce qui est sûr, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui a entraîné l'arrêt de l'émission, les Kardashian n'ont plus besoin de la télévision pour vivre, elles sont en quelque sorte devenues leurs propres médias puisque la famille comptabilise bien plus d'1 milliard d'abonnés sur les réseaux sociaux en les cumulant. Alors après oui, beaucoup de personnes sont abonnées à plusieurs personnes de la famille, donc ça veut pas dire qu'il y a 1 milliard de personnes qui suivent la famille, mais tout de même c'est des chiffres qui sont assez impressionnants. Allez, sans plus tarder, c'est l'heure du débat. Le débat de la semaine dernière c'était le suivant: faut-il instaurer un revenu universel en France? Vous avez été plus de 120 000 à voter et comme vous voyez avec les résultats, vous êtes globalement plutôt favorable, même si très partagé sur le sujet. Le nouveau débat de la semaine quant à lui c'est le suivant: approuvez-vous la nouvelle réforme des Oscars pour permettre plus de diversité dans le cinéma? Comme d'habitude, pour participer au débat c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, à ce moment là vous avez le sondage du jour, vous pouvez voter en un clic et vous avez aussi, si ça vous intéresse et que vous voulez participer, les sondages des jours précédents. Vous le savez mais je me permets de vous le redire parce qu'on est en fin de vidéo. En plus de ces vidéos qu'on fait sur YouTube, on est aussi très présent sur Instagram avec des résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste chaque soir à 18 h. C'est une façon rapide et facile de suivre l'actualité, du coup si vous n'êtes pas encore abonné, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Vous pouvez aussi, c'est assez logique, vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas encore le cas. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, je vous souhaite un bon week-end si vous êtes en week-end et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.